Dans le centre-ville de Nice, un air de fête résonne. En apparence, c'est un anniversaire classique. Toute une bande de copains réunis autour de Corentin, 9 ans aujourd'hui. Olé, d'un coup. Gâteau au chocolat. Le gâteau a certes beaucoup de succès, mais ses enfants sont surtout venus pour s'amuser. Et pour les occuper pendant plus de 2 heures, pas de jouets sophistiqués ou high-tech. Le seul jeu à disposition, ce sont ces simples planchettes, des petits bouts de bois tous de la même taille. Ils s'empilent, se superposent pour réaliser toutes sortes de constructions. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, mais c'est magnifique. C'est superbe, c'est superbe. Et voilà parmi eux un invité inattendu. Un peu plus âgé, mais tout aussi joueur. Et il est même accueilli comme une star par les enfants. Est-ce que je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Mais oui, hein. Il faut dire que ce jeu appelé Capla, cet Hollandais le connaît particulièrement bien. Léna, pourquoi est-ce que tu veux un autographe de ce monsieur? Parce que c'est l'inventeur des Capla et c'est quand même un grand honneur pour nous quand même de le rencontrer. Et donc j'aimerais en garder un petit souvenir quand même. Voilà, je vais t'apprendre quelque chose, parce que tu as fait un tour très haut. Tom van der Bruggen vient d'ouvrir ce lieu d'animation pour y accueillir ses jeunes adeptes. Et ils sont nombreux. Ces planchettes, qui a priori ne payent pas de mine, ils s'en vendent chaque année plus de 40 millions dans le monde entier. Car tout est possible avec ces petits bouts de bois. Un immense château fort, aux tours vertigineuses, des bonhommes plus vrais que nature, personnages royaux ou robots futuristes. Il suffit d'avoir un peu d'imagination et beaucoup de patience. Ces constructions spectaculaires sont aussi très éphémères. Ce jeu, né de l'imagination de Tom van der Bruggen il y a 20 ans, connaît un succès surprenant. C'est l'un des jouets les plus vendus au monde. Une réussite étonnante qui fait le bonheur des petits bâtisseurs et surtout la fortune de son créateur. C'est l'histoire d'un homme au parcours atypique, d'un Hollandais parti de rien, devenu un homme d'affaires redoutable. Une trajectoire qui étonne aujourd'hui encore l'intéressé. Quel Regardez. regard vous portez sur votre parcours pour arriver jusque-là? Chanceux. Peut-être mérité, mais chanceux tout de même. Tout a quand même toujours marché au-delà de mes espérances. Il faut dire qu'à ses débuts, Tom van der Bruggen vivait dans un tout autre univers, bien loin du monde des affaires. En 1970, il tient un magasin d'antiquités en Hollande. Mais à 25 ans, en pleine période hippie, il aspire à une autre vie. Il arrive en France avec sa femme et tombe amoureux de l'Aveyron, une région isolée de tout dans le sud de la France. Vous vouliez être au milieu de nulle part. Voilà, exactement. On va vivre partiellement en autarcie, jardin potager, faire le pain, traire les chèvres, faire du fromage, etc., etc. Tom n'a alors pas un sou en poche. Pourtant, le jeune hippie a déjà des rêves de grandeur. Il veut vivre dans un château. Là, vous avez le château en face, au bord du Tarn. C'est ici, au fond de cette vallée, qu'il va inventer le jeu qui a révolutionné sa vie. À l'époque, ce château n'existe pas. À la place, il y a juste une grange en ruine. Il l'achète avec toutes ses économies pour 2000 €. Vous voyez la situation, Ça, c'est ce que vous achetez? c'est ce que j'ai acheté, oui. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de château, pas du tout de tourelle, rien du tout. Rien. Et non. Et pourquoi Et- ne pas acheter un château alors à ce moment-là? J'avais pas l'argent. Je pouvais pas. Donc je l'ai fait. Son château, Tom va mettre 15 ans à le construire de ses mains, pierre par pierre. On est arrivé en haut de la tour et c'est là que j'ai fait un de mes chefs-d'œuvre. Et c'est en bâtissant son manoir, dans un jeu de construction grandeur nature, qu'il a eu son idée de génie.
Et voici comment elle est née. Sur cette image d'aujourd'hui, le château et la grange au premier plan. Avant de se lancer dans leur construction, Tom a réalisé cette maquette. Le cliché date de 1974. On y voit très bien les volumes des deux bâtiments. Pour les murs, il a utilisé des cubes de bois. Mais pour le toit, ces cubes ne font pas du tout l'affaire. Il a dû les remplacer par des bouts de carton. Tom n'est pas satisfait du résultat. Après des jours de prise de tête, il trouve enfin la solution pour réaliser l'intégralité d'une maquette. Quand je faisais les plans pour le château, j'ai expérimenté avec des cubes de bois et découvert qu'ils sont trop massifs pour construire et qu'il ne faut pas des cubes mais une planchette. Son innovation, ces petites planchettes, lui permettent désormais de tout faire, des murs, des planchers, mais aussi des toitures. Et Tom expérimente toutes sortes de constructions, plus spectaculaires les unes que les autres. Ses maisons à pignons de sa Hollande natale, ses formes géométriques et même la Tour Eiffel. Tout ça devient pour lui un jeu d'enfant. À 40 ans passés, Tom van der Bruggen vient de créer Kapla. En néerlandais, cela signifie planchette de lutin. Au début, la fabrication est très artisanale. Les premiers bouts de bois, il les fait lui-même, dans l'atelier de son château. Et c'est ici donc qu'on a, sur une scie circulaire un peu similaire, coupé les premiers 400 boîtes. Et j'avais donc déjà trouvé l'emballage. Et c'était effectivement des barils de lessive à l'époque. En voici l'un des premiers exemplaires. Comme il fait avec les moyens du bord, ce baril de lessive est pratique, bon marché, très solide. Finalement, c'est aujourd'hui encore grâce à cet emballage similaire que l'on reconnaît son jeu en rayon. Oubliez le hippie, Tom va se lancer à corps perdu dans une bataille commerciale pour promouvoir son jeu coûte que coûte. Il force toutes les portes, à commencer par celle des plateaux télé. Bon, ton travail, Tom, c'est à partir de ces bouts de bois, de planches. En 1988, il est invité au Club Dorothée, l'émission de la célèbre animatrice, alors regardée par 3 enfants sur 4. Pendant 2 heures, c'est l'occasion inespérée pour Tom de faire la démonstration de son jeu. La présentatrice, visiblement séduite, n'hésite pas à faire sa publicité. J'espère que ton projet va se réaliser, en tout cas. Je peux vous dire une chose, c'est que de jouer avec ça, parce qu'on joue en fait, tu t'amuses, de jouer avec ça, ça vous calme les nerfs, ça vous aide à vous concentrer. C'est une aubaine, et pourtant cette promotion en direct ne marche pas. Ses ventes ne décollent toujours pas. L'inventeur a en fait connu des débuts difficiles. Cela peut paraître étonnant aujourd'hui, mais à l'époque, les magasins de jouets ne veulent pas de son jeu dans leur rayon. Ils le trouvent trop basique. Au début, maintenant c'est fini, mais au début, la simplicité a laissé des doutes chez d'éventuels acheteurs. J'avais pensé et espéré un succès commercial plus simple et plus vite au début. Mais loin de se laisser abattre, Tom cherche donc une autre issue. Et il va trouver un moyen totalement inattendu pour inonder le marché avec son jeu. Sa clientèle, il va aller la chercher là où elle est la plus nombreuse, directement dans les écoles. Reste à se faire ouvrir les portes. Et pour ça, il va pouvoir compter sur un homme providentiel, un homme d'influence. En 1989, il rencontre Jacques Godefrin, député de sa région à l'époque. Tom lui fait l'article, l'élu craque pour son jeu et va lui donner un coup de pouce déterminant. En fait, pour démarcher les écoles, il faut passer par les mairies. Ce sont elles qui leur fournissent le matériel, notamment les jeux. Et Jacques Godefrin est justement un proche du maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac.
Grâce à lui, le député de l'Aveyron a ses entrées à l'hôtel de ville. L'élu va permettre à Tom de rencontrer les hommes qui comptent. Pour les séduire, le créateur du jeu va leur faire sur place une démonstration dont il a le secret. Je vais vous montrer quand même quelque chose de spectaculaire. Et quand il s'agit de jouer les camelots, le bonhomme est un professionnel. Son show est très bien rodé. Il va avoir beaucoup d'impact. Au bout d'un moment, ça finit par tomber quand même. Ah, j'espère, hein, parce que sinon... Voilà, vous l'avez vu? J'ai fait 4 démonstrations dans les écoles de Paris et la ville de Paris a décidé, à l'unanimité, d'acheter 1000 jeux Capla. C'était un beau début déjà pour moi. Il met ainsi un pied dans les écoles. Un moyen très efficace pour assurer sa promotion au plus près des enfants. 20 ans plus tard, cette tactique redoutable fonctionne encore parfaitement. Le petit village de Chappé, en Île-de-France. À l'école communale, une journée un peu particulière s'annonce. Ce jour-là, les élèves attendent l'animation de Noël. Et cette année, pas de clown ou de magicien. C'est cette jeune femme qui va assurer le spectacle. Bienvenue, Laurent Folliot, Merci, directeur Chloé, de l'école. merci Capla. Chloé Caillot travaille pour une société d'animation créée par Tom van der Bruggen il y a 15 ans. Elle vient apprendre aux enfants comment utiliser son jeu. Elle a tout le nécessaire, des milliers de planchettes de bois et même, touche finale à son installation, un stand de présentation du produit, bien en évidence. Voilà, c'est prêt. Les premiers spectateurs sont les plus petits, à peine âgés de 3-4 ans. Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, vous savez? Qu'est-ce qu'on est... Oui, on est venu jouer avec les Capla. Pendant 1 heure, ils vont manipuler ces petits bouts de bois. Et ces planchettes, grâce à l'animatrice, ils vont bien en retenir le nom. Jusqu'à ce que les petits bouts des pieds touchent les Capla. Et on prend un Capla dans chaque main. On va poser les Capla devant nous. Je mets les Capla comme ça. Il met son Capla. Et est-ce qu'à votre avis, les Capla ont tous la même taille? Une sacrée publicité pour le jeu. Pourtant, selon Chloé, son intervention n'a qu'un Et un but, petit espace. pédagogique. Et j'en mets un de l'autre côté. Alors au niveau éducatif, c'est vraiment apprendre déjà des formes géométriques, parce que là on aborde le rectangle. Et également justement à apprendre à faire quelque chose en 3 dimensions, quoi, finalement. C'est bon ma puce comme ça. Et c'est bien ça la force de la société de Tom. Présenter son produit comme un jeu éducatif et surtout faire des enfants des inconditionnels de la marque. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Les classes défilent et des constructions spectaculaires poussent un peu partout. Une vitrine idéale donc pour ce produit commercial. On mettra un Capla dessus. Par contre, Pourtant, Chloé ne travaille plus pour Tom. Il a revendu sa société d'animation il y a quelques années. Mais il lui fournit toujours gratuitement ses milliers de planchettes pour continuer à profiter de cette publicité. Quant à la prestation de l'animatrice, elle est facturée à l'école 4 € par enfant. regardez comment je fais. Pour le directeur de l'établissement, une telle animation a toute sa place dans l'école, même s'il est bien conscient du risque de promotion déguisée. Vous aviez posé quoi comme condition pour que cette animation puisse avoir lieu? Que l'animation soit pas un prétexte de lieu de vente ou de publicité outrancier. Outrancier parce que ça en est quand même, quoi qu'il en soit. Forcément, on manipule le jeu Capla. Voilà. Donc forcément, c'est le jeu Capla, c'est un choix qui a été utilisé pour la manipulation, mais ça va pas plus loin. C'est sobre, on va dire. Voilà. Près de 200 établissements accueillent une telle animation tous les ans. La marque a ainsi tissé sa toile dans le milieu scolaire. Et cette stratégie agit depuis 20 ans sur ses ventes. Il suffit de se rendre dans un magasin de jouets pour évaluer l'ampleur du phénomène. La marque est parvenue à se distinguer au milieu de centaines de jeux. Et il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien grâce à l'école.
Et comment donc ils ont découvert eux le jeu? À l'école, oui, au centre de loisirs. Oui, au centre de loisirs, ouais. Oui, en fait, c'est mon fils qui jouait déjà à l'école maternelle. Mon fils joue au centre aéré avec. Voilà donc comment Tom van der Bruggen a réussi à conquérir son jeune public. Mais obtenir de tels clients ne suffit pas pour gagner de l'argent avec une invention, car fabriquer un jouet en bois coûte cher. Alors, en 2 décennies, Tom a bâti une redoutable machine pour produire son jeu en réduisant les coûts au maximum à toutes les étapes, à commencer par l'achat de sa matière première. Toutes ces planchettes sont fabriquées à partir de ces arbres. Des pins maritimes. La société de Tom vient se fournir dans cette forêt des Landes, le plus grand massif forestier d'Europe. Le PDG hollandais a choisi ce bois parce qu'il est solide et surtout 3 fois moins cher que le chêne. C'est Jérôme Vidal qui est chargé de l'approvisionnement. Il travaille pour Tom depuis ses débuts. Tout l'enjeu pour ce négociant, c'est de trouver du bois bon marché. Ce jour-là, il a repéré un stock chez le patron de cette scierie. Donc là, des bois, ceux-là, ils sortent de séchoir. Ici, on fabrique surtout du parquet, de belles planches sans défaut. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Jérôme Vidal. Ce bois est bien trop cher pour lui. C'est en fait au fond de la scierie qu'il trouve son bonheur, là où le patron stocke les planches dont il cherche justement à se débarrasser. Regarde ce bois. Le nœud est traversant avec une poche de résine. Ouais. Ça, je ne peux pas l'utiliser. Non, mais ça me va. Regarde le morceau comme il est beau, là. Ouais. Là et là. Jérôme Vidal est le roi de la récup. Ce qu'il déniche, ce sont les chutes des planches. On a 3 beaux morceaux. Ah oui, j'ai 3 beaux morceaux. Ces petits morceaux sont bien suffisants pour fabriquer les planchettes. Extra. Moi, j'ai besoin de 12 cm de long pour Tom van der Bruggen. Donc, le 2 mètres, je lui laisse volontiers. Une fois découpé, il n'a plus qu'à choisir. Voilà mon bois qu'il me faut. Résultat, en achetant des chutes de bois plutôt que des planches, l'entreprise de Tom gagne 30% sur l'achat de sa matière première. Reste maintenant à transformer ce bois en petites planchettes. Une opération où là encore Tom van der Bruggen a trouvé le moyen pour fabriquer son jeu à moindre coût. Le siège de la société est installé non loin de Bordeaux, à une demi-heure de la forêt des Landes. Et a priori, tout laisse à penser que le processus de fabrication se déroule entièrement ici, dans cette petite usine. Une même machine ponce et coupe les morceaux de bois. En bout de chaîne, les baguettes obtenues ont l'apparence des fameuses planchettes. En tout cas, elles ont déjà la bonne largeur. Il n'y a plus qu'une dernière découpe à faire dans la longueur pour obtenir les petits bouts de 12 cm. Et pourtant, dans cet atelier, le travail s'arrête là. C'est sur l'ultime étape que repose toute la stratégie de Tom van der Bruggen pour réaliser le plus d'économies. Ces baguettes, presque terminées, vont maintenant partir pour un long voyage. De l'autre côté de la Méditerranée, à 2 jours de transport depuis Bordeaux, la ville de Tanger au Maroc, l'un des plus importants ports d'Afrique, idéalement situé à une demi-heure des côtes espagnoles. C'est ici, dans cette zone industrielle, qu'arrivent les bouts de bois pour être finalisés. Thérèse Amstutz est le bras droit de Tom van der Bruggen depuis ses débuts. Cette Suisse allemande gère l'usine où le PDG a délocalisé la dernière partie de sa production. Une usine construite il y a 5 ans par l'inventeur, devenu un chef d'entreprise très pragmatique. Voilà, là, notre arrivée avec M. van der Bruggen. C'est M. van der Bruggen. Et la visite du terrain, ici, il n'y avait rien. Et M. van der Bruggen qui s'est assis sur une borne, il a dit, c'est là, ça sera mon usine. 600 000 € d'investissement au total. Mais pour le patron hollandais, ça en vaut la peine.
Le salaire marocain est 5 fois moins élevé qu'en France. Et ici, il emploie beaucoup de main-d'œuvre, plus de 80 personnes. Rien que pour la dernière découpe, il faut une dizaine d'ouvrières. Toutes les planchettes doivent avoir exactement la même taille. Elles sont donc sciées manuellement, au millimètre près. Une opération que le PDG n'est pas parvenu à automatiser. Ensuite vient l'étape du tri, afin que tous les bouts de bois soient sans défaut, à l'identique. Et là, une quinzaine d'ouvrières sont nécessaires pour les vérifier un à un. Elles manipulent près de 10 000 planchettes chacune par jour. Elle va nous aider là. On ne les retrouvera pas dans les boîtes de jeux. Ça, vous ne les trouverez pas dans les boîtes de jeux. Voilà, vous avez des ongles cassés, des poches de résine. Là, c'est collé d'un paquet. Ah, c'est collé à la colle. Des champignons du fin des Landes. Des champignons qui donnent une couleur bleutée aux planchettes. Finalement, près de 15% de morceaux est éliminé. Par contre, ça, c'est pas bien qu'on a une fois... Une fois terminées, ces planchettes venues des Landes vont retourner en France pour y être commercialisées. Grâce à cette délocalisation, l'entreprise économise en moyenne 350 000 € par an. Bonjour, ça va bien? Au final, Tom gagne près de 2 € net sur chaque boîte de planchettes. Cette année, il en a vendu 180 000 dans le monde entier. 20 ans après leur invention, ces petits bouts de bois ont totalement changé la vie de leurs créateurs. Aujourd'hui, Tom van der Bruggen ne vit plus isolé de tout dans l'Aveyron. Il a tourné la page de sa vie de bohème. Et c'est même avec une certaine fierté qu'il affiche sa réussite. Son nouveau cadre de vie, c'est la baie de Monaco, ses yachts et son rocher. Un petit paradis à tout point de vue. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est à l'horizon, là, on voit l'Italie, c'est Bordighera. Évidemment, en face, il y a le palais du prince Albert II. Et les avantages du régime fiscal, c'était aussi un des éléments dans la décision de venir vivre ici? C'est sûr, Monaco a des grands privilèges. On est exempté carrément de l'impôt sur le revenu. Mais ce succès a un revers, car il attise toutes les convoitises. Désormais, les concurrents sont nombreux à vouloir aussi leur part du butin. Dans cette grande enseigne de jouets, une nouvelle marque a fait son apparition. Le bois, il faut passer de l'autre côté. Sylvie Galin est responsable des achats pour ce distributeur. Elle a lancé Yakajou il y a 8 ans, une gamme de produits à prix cassé. Cela va du train en bois au puzzle. Et il y a même un jeu qui ressemble à s'y méprendre aux planchettes Capla. Les deux produits sont d'ailleurs placés juste à côté. Une concurrence frontale, sauf que question prix, cela n'a rien à voir. 45,99 € pour l'original, 24,99 € pour la copie, soit 45% moins cher. Une différence qui s'explique d'abord par l'origine du jeu. Nous achetons ce produit en Chine, effectivement. Vous savez que à peu près 80% du jouet qui circule dans le monde est fabriqué en Chine, donc c'est aussi le cas de ce genre de produit. Et le prix que nous achetons nous permet de le vendre à ce prix-là et de proposer à notre clientèle un prix compétitif. Les deux produits sont absolument identiques à première vue. Toutefois, Sylvie Galin n'a aucune difficulté à reconnaître une différence de qualité pour le bois. Celui de son produit est moins dense, donc plus léger. Si vous comparez les deux, pour vous? Je pense que dans la qualité du bois, si vous soupesez, il y a une très légère différence. Vous la sentez? Moi, je la sens dans le poids. L'enfant, à mon avis, n'aura pas la perception de cette différence de poids. De ces détails-là. Voilà. Après, ça peut peut-être amener un petit peu plus de stabilité sur la construction, le fait qu'il y ait un petit peu plus de poids. En tout cas, l'enseigne a réussi son coup. Elle vend aujourd'hui plus de planchettes de sa marque Yakajou que de planchettes Capla. Et elle n'est pas la seule à avoir lancé sa copie. La marque française Jejura, spécialiste des jouets en bois, propose des planchettes meilleur marché à 30 €. Une toute nouvelle entreprise, Mécabois, commercialise aussi son propre baril depuis l'an dernier.
Au total, la société de Tom a recensé une dizaine de copies ces dernières années. Des imitations contre lesquelles elle n'a rien pu faire. En fait, Tom van der Bruggen n'a pas pu déposer de brevet pour protéger un concept de jeu aussi élémentaire que ces planchettes de bois. Mais il ne s'avoue pas vaincu pour autant. Face à la concurrence, il a décidé d'innover. 20 ans après, il lance un nouveau jouet. Un jeu à base de planchettes, là encore, mais plus sophistiqué cette fois-ci. Ces éléments sont conçus pour être dans des structures extrêmement légères et extrêmement costauds, des structures du coup qu'on peut déplacer d'une pièce à l'autre. Avec un système d'attache qui n'existe pas sur votre premier jeu? Ah, bien sûr que non, non. Tom van der Bruggen commercialise ce jeu depuis 2 ans. Pour l'instant, les ventes ne décollent pas. À 64 ans, le PDG repart donc à zéro. Il ressort son costume de commercial, espérant rééditer son premier succès.